Ah bah voilà, c'est pour ça. Les Jets et les Sharks. Shark en anglais ça veut dire requin. Spielberg, requin, les dents de la mer. Du coup, West Side Story, remake par Steven Spielberg. Les films du vendredi, West Side Story, Madres Paralelas et La fièvre de Petrov. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. J'espère que vous passez de belles fêtes de Noël en famille, devant un film, ou pas. Aujourd'hui j'ai décidé d'être généreux, comme à l'accoutumée, en vous proposant 3 nouvelles critiques des films à l'affiche qui font l'actualité du cinéma en ce mois de décembre 2021. Il sera bien évidemment question du West Side Story, le remake du film culte de Robert Wise par Steven Spielberg. Il y aura également Madres Paralelas, le nouveau Pedro Almodovar. Mais avant toute chose, place au cinéma russe avec La fièvre de Petrov. Après Leto, Kirill Serebrennikov nous envoie dans une Russie post-apocalyptique, c'est presque ça, post-soviétique, avec cette adaptation du roman Les Petrov, la grippe, etc. d'Alexei Salnikov, avec Semyon Serzin dans le rôle principal, celui de Petrov, qui est dans un état grippal et qui déambule comme ça dans les rues de cette petite ville russe, traumatisé, hein, on sent bien le traumatisme un petit peu de l'histoire de la Russie, du communisme et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, comme je vous dis, hein, une Russie post-soviétique avec des individus marginaux, voilà, un petit peu perturbés, qui ont des pulsions meurtrières ou de certains vices. Hein, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous verrez, il y a beaucoup d'humour noir, c'est assez barré, assez violent. Hein, on sent la violence en fait de cette Russie. Donc on a, si vous voulez, c'est un peu un film qui est une succession de sketchs, on pourrait dire ça comme ça, de scènes en tout cas très fortes, très marquantes, qui sont un peu des délires en fait autour de la vie de ce Petrov, hein, qui est adulte, hein, mais qui se souvient aussi de ses souvenirs d'enfance. Et donc ça fait écho aussi, eh bien, lorsqu'il devient père, hein, on le voit aussi en tant que père de famille, eh bien, on le voit avec ce calque qu'il y a entre l'enfance qu'il a eue et ce qu'il essaye d'inculquer à ce jeune fils aussi. Donc il y a ça d'un côté. Le film démarre très fort parce que vous êtes directement dans un bus avec tout un tas de gens hallucinants plutôt. Et vous avez donc ce Petrov qui voit à travers la vitre de ce bus, hein, eh bien, des exécutions sommaires de personnes influentes, hein, certainement dans le milieu politique. En tout cas, ils sont en costume cravate, donc voilà, c'est une espèce d'exécution sommaire inversée. Hein. D'habitude, c'est le peuple qui se fait zigouiller, si vous voulez. Et donc là, c'est l'inverse. Donc on sent que voilà, le film a un cynisme politique assez exacerbé. Mais c'est ça qui est fort, en fait, c'est ça qui est fascinant dans ce film, en fait. C'est que voilà, c'est une succession de scènes qui va certainement vous évoquer des scènes très fortes, marquantes, que vous avez vues dans des livres d'histoire ou quand vous avez lu autour de l'histoire de la Russie. Moi, je ne suis pas voilà, plus calé que ça, mais je connais un peu l'histoire de la perestroïka, Gorbatchev et compagnie, vous voyez. Donc voilà, l'histoire, le but, là, si vous voulez, ce n'est pas de faire une critique politique du film, mais c'est simplement voilà, pour montrer le contexte, parce que c'est vrai que si on n'a pas le contexte, on peut pas trop comprendre en fait pourquoi ces personnages pètent les plombs en fait, parce que c'est un peu ça, hein. Vous allez, premier personnage va faire un truc bizarre, le deuxième va faire un autre truc bizarre, et ainsi de suite. Donc vous avez voilà, un jeune auteur eh bien, dont le talent n'est pas reconnu, qui essaie de se faire publier, qui se fait jeter à chaque fois. Donc eh bien, voilà, il va mettre fin à ses jours, et donc il y a un humour noir très, très fort, puisqu'on le voit écrire effectivement tout ce qu'il veut dire avant de partir, et puis il y a un ami qui l'aide à se suicider, quoi, vous voyez, donc on est sur ce genre de film, quoi, hein. C'est assez violent, et en même temps, comme je vous dis, voilà, il y a de l'humour, mais c'est très, très décalé. Et donc Petrov va nous emmener un petit peu voilà, vu qu'il est dans un état un petit peu comateux, un peu comme s'il était un peu bourré quoi pendant tout le film, eh bien voilà, on a des séquences de son passé, voilà, il y a un récit temporel en fait qui est un petit peu malmené justement, mais qui est quand même bien orchestré pour qu'on puisse suivre quand même nous en tant que spectateurs. Donc on découvre son enfance avec cette fameuse fée en fait, hein, une fête d'école, hein, cette fée qui fait écho à un conte célèbre russe, hein. Donc lui, évidemment, voit on va dire, cette éducatrice, en quelque sorte, comme une espèce de fée, comme ça, en lui demandant si elle est bien réelle. Voilà, hein, vous l'avez certainement vu dans la bande-annonce. Bon,
Mais écoutez, ça c'est formidable. Pourquoi? Parce que justement le film va vous montrer les deux points de vue, donc le point de vue de cet enfant et le point de vue de cette jeune femme hein, qui fait son travail lors d'une fête d'école. Donc on voit la différence de point de vue, on voit l'aspect très social, hein, d'un côté l'enfant innocent, de l'autre côté eh bien, cet adulte, cette jeune femme qui évidemment va connaître quand même, qui va être une écorchée un peu de la vie aussi. Hein. C'est une succession d'écorchés de la vie. Vous avez une bibliothécaire au début du film aussi, c'est pareil, hein, qui est la femme de Petrov, si je ne m'abuse. Donc cette bibliothécaire aussi qui va mettre fin de manière violente à un débat littéraire au sein de sa bibliothèque, parce que, je sais pas, elle n'est pas d'accord. Elle commence à faire des figures en mode super-héros, c'est assez bizarre, et à chaque fois qu'en fait son personnage pète les plombs, elle a des yeux très noirs. Donc ça, c'est assez bizarre, mais en tout cas, le film voilà, est généreux en termes de cinéma, en termes d'image, et ça, c'est ce que j'aime dans les films expérimentaux, c'est qu'au moins, on soit généreux en termes d'image, quoi. Donc cette bibliothécaire, en plus, qui va avoir eh bien, des visions meurtrières, elle va avoir des pulsions comme ça, elle imagine, en fait, elle s'imagine en train d'égorger son propre fils. Enfin, vous voyez, il y a quand même des scènes un peu choquantes. Donc le film ne nous épargne pas, en fait, vraiment les pulsions meurtrières des personnages, donc voilà, faut quand même bien s'accrocher, c'est assez spécial. On a une image un peu verdâtre qui nous rappelle un peu, bon, moi ça m'a beaucoup rappelé Holly Motors en fait, hein. Puis surtout avec tous ces plans séquences qu'il y a dans le film, en fait ça m'a rappelé le travail de Léos Carax en fait, hein, avec ce Holly Motors, donc il y a un petit côté comme ça, voilà. Donc si vous aimez bien en tout cas ce procédé cinématographique, hein, ce style de cinéma, vous allez être servi, même si vous verrez, le cinéaste vous propose aussi différents styles de cinéma, hein, de type d'image, parce que vous passez du noir et blanc à la couleur, voilà, enfin plutôt de la couleur au noir et blanc dans l'ordre. Voilà, vous avez vraiment des styles d'images un peu différents aussi, hein, selon les scènes, pour nous faire comprendre aussi nous faire questionner sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme, qu'est-ce qui est juste onirique, voilà. Il y a un discours aussi sur la mondialisation, puisque nous avons donc le fils de Petrov qui va aller à une fête d'école costumé en Sonic, hein, vous voyez, donc on voit que l'enfance de Petrov n'est pas la même que l'enfance que vit son propre fils. Voilà, donc écoutez, c'est un gros délire, c'est voilà, avec ce corbillard et ce Igor qui est vraiment je sais pas, c'est un cliché du russe un peu, voilà, très alcoolisé. Mais voilà, donc c'est un pur délire. Il y a du cynisme. Si vous aimez l'humour comme ça, cynique, politique, je pense que vous allez vous régaler. Donc écoutez, donnez une chance quand même à La Fièvre de Petrov. Alors, c'est pas facile voilà, de le trouver dans une grande salle. Alors, dans les multiplex, en général, il y a quelques séances et puis on se retrouve dans une petite salle. Essayez de le voir dans de bonnes conditions, ça vaut le coup quand même, hein, parce que c'est quand même voilà, il y a du cinéma, quoi. Il y a un auteur derrière, donc ça vaut le coup. Voilà, donc écoutez, moi je vous recommande plutôt ce délire visuel, La Fièvre de Petrov, écoutez. Peut-être pas pour les fêtes, mais voyez-le dans un contexte spécial, plutôt seul. Ou alors, je sais pas, si vous êtes un peu déprimé un soir, peut-être que, voilà, en traitant le mal par le mal, hein, le cinéma peut avoir un effet cathartique sur les individus, donc ça peut être une thérapie aussi, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, donc La Fièvre de Petrov, je vous le recommande plutôt. Alors, ça va certainement vous diviser, hein, vous ne serez pas tous très enjoués devant le film, mais ça vaut le détour, en tout cas, voilà, c'est loin d'être scandaleux, c'est tout à fait valable. Donc, La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Madres Paralelas de Pedro Almodovar, Mère parallèle. Après Douleur et gloire, sorti en 2019 et qui était formidable, ainsi que La voix humaine, son court-métrage de 2020 avec Tilda Swinton, adapté de Jean Cocteau, un court-métrage de 30 minutes sorti sur support vidéo que je n'ai pas vu, donc n'hésitez pas à m'en toucher deux mots en commentaire si vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, donc, il s'agit de son nouveau long-métrage de cinéma, l'histoire de deux mères célibataires, retrouvées donc enceintes malgré elles, hein. Nous avons d'un côté Janice, photographe, 40 ans, interprétée par Penélope Cruz, qui est une habituée du cinéma d'Almodovar et qu'on a toujours plaisir à retrouver dans ses films, et qui va donc se retrouver enceinte et aux côtés d'une jeune adolescente qui elle-même s'est retrouvée enceinte, donc interprétée par Milena Smith, donc Anna. Janice et Anna vont devoir s'entraider en tant que mère célibataire, laissée un petit peu de côté par les hommes, hein, évidemment. Donc surtout Janice qui était avec un Arturo, anthropologue, en qui elle comptait beaucoup en fait, hein. Elle fondait beaucoup d'espoir, notamment pour le sous-texte du film, qui va la conduire en fait dans sa ville natale, puisqu'elle espère, grâce
à son amant, hein, Arturo, eh bien, pouvoir exhumer les martyrs du franquisme pour leur offrir une sépulture digne de ce nom. Donc vous voyez un petit peu le sous-texte politique, hein, la petite touche politique pour relever un petit peu l'ensemble. Donc prends ça dans tes dents, Franco, hein. C'est un peu ça en sous-texte. Voilà, donc on a ça d'un côté, et surtout donc le noyau du film, hein, évidemment, cette cohabitation avec ces deux mamans, hein, qui ont quasiment, enfin même plus de 20 ans d'écart. Voilà, et donc ils vont essayer de s'entraider, et voilà. Alors le seul truc, c'est qu'évidemment, c'est très difficile de parler de ce film sans spoiler, donc je vais juste tisser un petit peu l'intrigue du film. Vraiment, hein, ce qui vous tient en haleine sur les 2 heures, c'est cette histoire d'identité du bébé. Alors je ne vais pas plus loin, sinon c'est... voilà. Le film est un petit peu prévisible quand même à ce niveau-là, mais c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que même si l'issue est un peu prévisible, vous avez quand même plaisir à voir le traitement en fait du sujet par Pedro Almodóvar. Donc voilà, on a dans un premier temps Arturo qui a des doutes un peu sur eh bien, sur l'identité de l'enfant. Est-ce que c'est vraiment lui le père, etc. Donc voilà, il y a des doutes là-dessus, donc je ne vais pas plus loin. Donc à partir de là, Penélope Cruz, hein, enfin... Janice va mener son enquête avec des tests ADN, etc., pour savoir un peu ce qui se passe, parce qu'elle voilà, elle commence à avoir des doutes elle-même, en fait, donc c'est assez intéressant. C'est plutôt bien écrit. Ouais, j'ai trouvé que les répliques, en fait, étaient assez bien vues. Au niveau des couleurs, alors ça, j'aime beaucoup aussi chez Almodovar, hein, ces couleurs plutôt, finalement, positives. Il y a une lueur d'espoir dans ces films. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il traite un drame, il traite vraiment son sujet en fait, hein, c'est un vrai drame, mais toujours avec cet espoir, ce côté assez positif en fait et humain, qui est vraiment très appréciable, quoi. C'est vraiment pas le drame sans issue, où vous vous retrouvez dans une impasse où finalement à la sortie du film, vous finissez avec un revolver sur la tempe, vous voyez. C'est pas du tout ça, au contraire, ce sont des drames mais qui boostent en fait, qui vous font vraiment réfléchir, hein, sur notamment là, cette maternité, c'est vraiment... vraiment formidable. Alors j'avais quelques craintes, hein, je vous avoue, avant de franchir le pas, parce que je me suis dit, oulala, ça va être un film un peu assez consensuel, tout ça, bon, et en fait on passe un bon moment, et puis ça traite son sujet quand même, et comme je vous dis, il y a le petit sous-texte politique qui vient rajouter un petit peu un petit vernis autour du film quand même, pour, voilà, ça fait une belle finition, hein, sur ce film, sur ce scénario, donc voilà, il a soigné les angles, ça ce que je veux dire, c'est qu'il a soigné les angles de son scénario pour quand même faire un tout cohérent sur 2 heures quand même, hein. Donc voilà, on est un peu au niveau, si vous voulez, de Roulietta, voilà, si vous avez aimé Roulietta, on est sur le même level, hein, c'est vraiment voilà, tout aussi réussi, et peut-être même un peu plus, hein, parce que c'est plus généreux quand même, peut-être, hein, il y a quand même... le film est un peu plus long et en même temps traite encore plus peut-être son sujet. Roulietta était un peu court, hein, de mémoire, donc voilà. Mais écoutez, franchement, pour moi c'est une réussite. Alors vraiment, et je vous dis, comme j'avais des appréhensions avant d'arriver dans la salle de cinéma, je suis quand même rassuré de voir qu'Almodovar a toujours des choses à dire, même si... évidemment, il a dû traiter ces sujets par le passé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir 2 portraits de femmes, en fait, hein. Voilà, on a vraiment 2 portraits très bien traités des 2 côtés, donc de cette Janice et Anna. Donc je vous recommande Madres Paralelas, Mères parallèles, hein, vous voyez évidemment le lien avec le sujet du film dans le titre. Écoutez, c'est réussi, donc n'hésitez pas à voir ce film au cinéma. Je passe maintenant au 3e et dernier film du jour, et il s'agit de West Side Story de Steven Spielberg, qui réadapte 60 ans après la comédie musicale culte signée Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Lawrence. La comédie musicale avait déjà fait l'objet d'une première adaptation cinématographique en 1961, signée Robert Wise et Jérôme Robbins, on a tendance à l'oublier, mais c'était le chorégraphe du film. 60 ans plus tard, donc, Steven Spielberg, hein, nous offre, déjà au vu des premières images et du premier trailer, hein, qui était sorti, on était en mesure de se poser la question pourquoi un remake autant d'années après, surtout qu'on parle des années 50, mais finalement on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité, j'y reviendrai. Donc pourquoi pas, écoutez, j'ai donné la chance, hein, à ce film. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire en fait de la comédie musicale, eh bien écoutez, en quelques mots, hein, nous sommes dans les années 50.
à New York, dans l'Upper West Side, et donc deux gangs s'affrontent, hein. Nous avons d'un côté les Jets, les Américains blancs, disons, d'origines diverses, hein. Certains viennent d'Irlande, d'autres de Pologne, de Suède, et de l'autre côté les Sharks, les Américains, donc d'origine portoricaine, donc voilà. Ça fait évidemment écho eh bien, aux questions d'immigration intemporelle, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'on a toujours... c'est là qu'on sent qu'il y a toujours des questions d'actualité. Donc finalement, on commence à voir la pertinence, en fait, hein, eh bien, de ce remake. Donc nous avons d'un côté le chef des Jets, donc Riff, interprété par Mike Faist, qui est absolument génial. Vraiment, sa prestation est savoureuse, hein, un pur régal. Cette petite canaille, vraiment, est tordante et a vraiment de l'avenir, je pense, à Hollywood. Vraiment, ce Mike Faist est voilà, jeune acteur formidable. Et de l'autre côté, donc Bernardo, qui est le chef des Sharks. Donc nous avons Tony qui est fraîchement sorti de prison, hein, qui appartenait donc avant au gang des Jets en fait, et puis qui a un peu retourné sa veste parce qu'il en a marre un petit peu de toute cette violence en fait, hein, de toutes ces bagarres un peu qui sont un peu des non-sens hein, selon lui, hein, voilà. Donc il quitte un peu, voilà, il a un pied dans les Jets et un pied à l'extérieur quoi, voilà. Et puis lors d'un bal en fait, un bal d'école, et bien il va rencontrer Maria, voilà, qui est donc la sœur de Bernardo, donc le chef des Sharks. Et là, il va tomber littéralement amoureux hein, de cette jeune fille. Et voilà, donc c'est assez mignon. Dans le film, ça vous est présenté un peu comme une romance un peu à la High School Musical, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que voilà, mais ça a du sens parce que c'est vrai que les acteurs, les personnages sont jeunes. Donc c'est vrai que ça a vraiment du sens, c'est assez bien fait. Et donc voilà, donc pourquoi ce remake? Écoutez, je vais aller droit au but dans ma critique. Je pense vraiment que ce film est limite supérieur à l'original. Non mais c'est terrible à dire, peut-être que voilà, je vais me faire incendier dans les commentaires, je ne sais pas, mais écoutez, franchement Spielberg a réussi à même rendre davantage cinématographique cette comédie, enfin en tout cas la première version de 61, même si je sais très bien qu'il ne se base pas sur la première adaptation, mais plutôt directement sur la comédie musicale, bien entendu. Mais disons que je trouve que voilà, par rapport, si on devait comparer par rapport à la version de 61, je trouve le film beaucoup plus abouti déjà techniquement, parce que c'est vrai qu'en revoyant récemment donc la première version, hein, pour comparer évidemment, pour pouvoir faire cette critique de la meilleure des façons possibles, écoutez, j'ai revu l'original, déjà j'ai été très surpris du manque de plans, enfin voilà, il y a très peu de plans en fait dans la première version, c'est-à-dire que notamment dans les séquences de chorégraphie, je trouve que c'est vraiment avare de plans, alors, soi-disant, c'était pour respecter vraiment la chorégraphie, qu'il n'y ait pas trop de cuts, justement, qu'on puisse apprécier les mouvements, etc. Écoutez, on est au cinéma. Donc je trouve que justement, ce qui est bien dans la version de Spielberg, c'est justement ces plans rapprochés, ces cuts, cette dynamique dans le montage aussi, qui fait que finalement, on est presque sur du clip vidéo pendant les chorégraphies. Et même, j'ai presque envie de dire que les séquences de chorégraphie sont presque filmées comme s'il s'agissait de scènes d'action. Et c'est ça qui est formidable, parce que ça veut dire qu'on se sert de la chorégraphie pour raconter quelque chose, pour narrer quelque chose. Ça en dit long, en fait, sur les rapports entre les personnages qui sont davantage détaillés, hein, puisqu'on a ce Tony qui sort, par exemple, de prison, donc ça lui fait un background intéressant. Les personnages, justement, sont plus travaillés. Alors, dans le rôle de Tony, nous avons Ansel Elgort, que vous avez vu dans Nos étoiles contraires, et également Baby Driver. Et de l'autre côté, pour le rôle de Maria, cette Rachel Zegler. Écoutez, c'est un vrai régal, hein, cette jeune actrice qui est d'ailleurs bien partie, hein, puisque Disney lui propose un nouveau projet, hein, un nouveau projet de live action. Il me semble que c'est Blanche-Neige, voilà. Donc en tout cas, elle va eh bien, jouer dans le prochain remake live de Disney. Écoutez... c'est une petite révélation, je trouve que l'alchimie entre les deux fonctionne très très bien, même si je trouve que certains personnages secondaires ont tendance à voler un petit peu la vedette à nos protagonistes. C'est le cas notamment de cette jeune actrice de 30 ans, Ariana DeBose, qui interprète le rôle d'Anita, qui était autrefois interprétée par Rita Moreno, qui revient sous les traits de Valentina, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ariana DeBose, donc Anita, qui est la petite amie de Bernardo, le chef des Sharks, et qui est également le frère de Maria, voilà, et il faut savoir aussi que justement Anita est la meilleure amie de Maria, donc voilà, c'est sa confidente, donc Anita finit par être la seule au courant de la relation
justement entre Maria et Tony. Voilà, donc cette relation interdite, hein, évidemment. Il faut rappeler tout de même que West Side Story s'inspire beaucoup de Roméo et Juliette, hein, évidemment, ces amours impossibles, hein, en l'occurrence, c'est leur différence bien d'origine, hein, qui fait que, évidemment, ça crée évidemment un clash, hein, au sein de cette communauté. Le film montre bien l'hérésie de ces combats, de ces bagarres de gangs, au vu de l'enrichissement en plus du quartier. Donc c'est des pauvres qui se battent contre des pauvres, quoi. Vous voyez un petit peu cette hérésie. Donc c'est vraiment très très bien fait. Spielberg a vraiment... franchement, c'est incroyable quoi, d'arriver à faire un remake des années plus tard qui soit aussi valable. Mais c'est incroyable. Et Dieu sait qu'en plus, en général, quand on a des remakes un peu faciles à la sauce Disney, moi c'est vrai que je suis pas vraiment client en plus, hein, je suis vraiment pas la cible. Et écoutez, c'est réussi quoi. Il faut bien reconnaître que quand on fait un remake aussi inspiré, où on a vraiment on sent l'envie de Spielberg de rehausser, de le mettre à jour en fait, hein. C'est presque ça, c'est-à-dire au goût du jour, mais en même temps tout en respectant en fait l'original. Je sais même pas comment c'est possible. Je veux dire, c'est un casse-tête. Je veux dire, le nombre de remakes qui s'est fait dans l'histoire du cinéma, c'est incroyable. Mais s'il y a bien un casse-tête, c'est ça, c'est de respecter un film qui était fait, vous vous rendez compte, en 61, qui nous parle des années 50, d'arriver à faire en 2021 un film qui fait toujours sens par rapport eh bien, à notre époque. Bien sûr, il y a des choses qui ressurgissent, encore, voilà, des questions autour de l'immigration, tout ça, donc, donc voilà, écoutez, c'est incroyable. Moi, je trouve que... c'est un pur bonheur. Les chansons sont formidables, c'est-à-dire que vraiment, je trouve que à chaque chanson, il arrive à faire un clip, parce que c'est ça, hein, évidemment, il y a côté clipesque parfois, mais il arrive à faire des clips comme ça qui racontent, c'est presque des mini courts-métrages. Vous voyez, à chaque chanson, il y a Tonight, quand Tony a cette incapacité d'être avec Maria, on le sent avec ce grillage comme ça. Vous voyez, il utilise même le grillage comme ça, vous voyez, des sorties de secours là, dans les appartements new-yorkais. Il utilise ça au service de l'intrigue du récit. C'est absolument bouleversant. Et il y a le grand moment, évidemment, qui est la chanson America, qui était évidemment aussi un grand moment dans le film original, mais avec ses paroles ironiques, bien entendu, puisque la chanson dit qu'il fait bon de vivre en Amérique lorsqu'on est blanc, qu'il est bon de vivre en Amérique pour telle ou telle chose, vous voyez un petit peu. Donc évidemment, c'était tout le propos de la comédie musicale d'origine, et Steven Spielberg arrive justement à sublimer, hein, vraiment c'est encore une fois la mise en scène, l'image, c'est ça qu'il a apporté, hein, ce regard neuf sur cette histoire. Donc c'est vraiment assez virtuose, hein, il faut le dire, dans les réalisations. C'est absolument savoureux, la chanson est formidable. Voilà, on peut tous avoir ses préférés, bien entendu, mais chaque chanson raconte quelque chose, voilà, elle est au service de l'intrigue. Écoutez, c'est un pur bonheur, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà, il y en a beaucoup en plus qui doivent connaître ce classique. Non, allez-y, franchement. Je vais même pas rentrer dans le détail avec... voilà, il y a beaucoup d'anecdotes autour du film. Rita Moreno qui revient, qui est productrice exécutive et qui jouait le rôle d'Anita et qui maintenant joue le rôle de Valentina, donc la veuve de Doc qui était dans le drugstore, et donc effectivement Tony qui travaille dans ce drugstore. Donc voilà, toutes ces anecdotes, voilà, vous avez dû les connaître. Voilà, je vais pas les... je vais pas même vous révéler la fin, tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu l'original, vous voyez, je vais pas spoiler, mais voilà. En tout cas, c'est un pur bonheur. Allez-y les yeux fermés, pour Noël, c'est formidable. Allez-y en famille, je pense que c'est le film de Noël à voir, à mon avis. Une bonne comédie musicale, c'est très sympa à aller voir au cinéma. Pour les fêtes de Noël, ça peut être formidable. Je sais qu'évidemment, il y a aussi le Matrix Resurrections, mais ça, évidemment, peut-être que c'est un peu... Voilà, c'est peut-être plus difficile de le voir en famille, mais en tout cas, voilà, s'il y a bien un film de Noël à voir, à mon avis, en famille... c'est bien celui-là, West Side Story, c'est un pur kiff, un pur bonheur, c'est intelligent, c'est profond, et Spielberg, comme je vous le dis, a fait un travail remarquable, avec son scénariste en plus, qui avait travaillé à plusieurs reprises avec lui sur Lincoln, Munich, voilà, notamment Lincoln, qui était donc, voilà, avec cette dimension politique, donc il a choisi le bon scénariste aussi, hein. Voilà, toutes les planètes étaient alignées, écoutez, voilà, ça a créé la surprise, hein, franchement. Alors, j'ai vu, juste quand même pour terminer, j'ai vu malheureusement, apparemment, hein, que les résultats sont pas très bons sur les entrées, notamment en France. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Évidemment, on a la sortie des Tuches 4, donc, qui vient malmener un petit peu, malheureusement, les résultats, apparemment, hein, du box-office français. C'est triste, hein, vraiment. Voilà, j'espère vraiment que West Side Story va se relever, ou en tout cas, voilà. Il mérite tout à fait les Oscars. Alors, je sais pas, justement, parce que le film d'origine avait réussi à avoir 10 statuettes sur les 11. Hein.
Vous vous rendez compte, sur 11 nominations, ils ont eu 10 Oscars, le film de 61, et écoutez, celui-là mérite tout à fait d'avoir le même nombre d'Oscars, hein. Moi je suis désolé, hein, si c'est pas plus, hein, il va avoir les 11 statuettes et puis c'est réglé. Hein. Non, j'en sais rien, mais écoutez, c'est un pur bonheur, quoi, voilà, au moins il mérite quelques prix, quoi. C'est pas possible de faire un remake aussi réussi, non, je vous le dis, c'est... incroyable, ces chorégraphies comme ça au service de l'action, l'intrigue, dans les paroles, dans les répliques, machin, la scène dans la prison aussi avec le shérif, là, écoutez, c'est d'une intelligence pour montrer un petit peu aussi comment ces jeunes sont perdus. Et Spielberg arrive vraiment à renforcer en fait ces questions-là, voilà, parce que finalement ces gangs, ces voyous ne sont pas forcément... n'ont pas de raison vraiment d'être voyous, si ce n'est qu'ils sont, ils sont en manque de repères. C'est-à-dire qu'on voit le côté un peu comme des films sur l'adolescence, où ils manquent de repères, et même dans cette chanson, comme ça, dans la prison, c'est pareil. C'est hyper bien vu, quoi. On sent la complexité, comme ça, eh bien, quand on vient de ces quartiers difficiles, et tout ça, donc on se bat, parce qu'on n'a que ça, et finalement, c'est une impasse, mais on n'a que ça pour exister, pour se sentir exister. Et voilà, et Spielberg arrive vraiment à souligner tout ça, quoi. Donc... écoutez, c'est un pur bonheur, c'est une franche réussite. Savourez, sans plus attendre, West Side Story de Steven Spielberg au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines critiques sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes, et ainsi qu'une merveilleuse année 2022. J'aurai l'occasion de vous le redire, bien entendu. D'ailleurs, à ce propos, petit teasing pour la prochaine vidéo, les prochaines vidéos de janvier 2022. Tout d'abord, il s'agira de Matrix Resurrections. Je considère que la saga est assez riche pour y consacrer une vidéo entière, ainsi que mon top de mes films de l'année 2021 préférés. Donc évidemment, la liste ne sera pas exhaustive, ce top sera basé sur les films que j'aurai vus pendant l'année, mais je vais probablement rattraper quelques films, voilà, mais encore une fois, ce ne sera pas exhaustif. Voilà, donc écoutez, voilà pour ce petit teasing. Donc rendez-vous en janvier 2022 sur ma chaîne Les Films du Vendredi, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et encore une fois, de merveilleuses fêtes de Noël. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!